bonjour. C'est avec un immense plaisir que l'on se retrouve dans votre émission À la découverte. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce plateau Monsieur Cheikh Amadou Diarra, qui est écrivain, journaliste, reporter, mais également il est enseignant de formation. Monsieur Diarra, bonjour. Bonjour et bonjour aussi à vos chers auditeurs et téléspectateurs. C'est une opportunité pour moi aussi, vraiment de révéler au monde ma petite contribution, en tout cas sur ce que nous pouvons considérer comme un éclairage culturel. Et c'est extrêmement important, puisque aux premières heures de la présence du colonisateur, nous, Africains, nous n'étions même pas considérés comme des sous-hommes. Qu'est-ce qu'on disait? L'Afrique est peuplée, habitée par des sauvages. C'est ça. Donc nous n'avions pas de culture, nous n'avions pas de civilisation. Et pourtant, nous avons vécu jusqu'à leur arrivée dans notre continent. Donc, ils ont bien trouvé des hommes qui ont l'habitude d'éduquer leurs enfants, qui ont l'habitude, n'est-ce pas, vraiment, de s'occuper de leur famille, qui ont l'habitude de vivre la polygamie, la monogamie, dans un voisinage vraiment qui donnait satisfaction, en tout cas, au plus grand nombre. C'est dans cette circonstance maintenant que vraiment, l'humble écrivain que je suis, j'ai pensé à apporter ma contribution pour permettre à la postérité. Donc, on peut dire que c'est à travers de tous ces injustices que l'Afrique a eu à vivre. C'est ça qui vous a le plus inspiré pour pouvoir faire cette œuvre. Oui, cela m'a révolté en tant qu'Africain. Parce que quand on dit que c'est des thèmes que nous allons aborder dans le roman, l'éducation, la culture, n'est-ce pas, l'esthétique, la production, disons, esthétique tout simplement. Parce que le roman, c'est une production esthétique. Et comme toute expression esthétique aussi, bon, elle est le produit d'une culture, n'est-ce pas, d'une identité. Voilà. Aussi d'une sensibilité individuelle. Donc, le rêve et l'imaginaire, n'est-ce pas, font bon ménage dans tout roman. Effectivement. Donc, il y a la vie de l'auteur, mais il y a aussi de son environnement. Voilà, donc c'est un thème sur lequel nous pouvons revenir, certainement. Donc, on peut dire que Kéba, l'héritier de Bamana, de Faraguedougou, parle plus sur la vécu de l'auteur avant de parler des autres. Tout à fait. Tout à fait. Parce que je le disais tout de suite, il s'agit d'une culture Bamana. Le Bamana, il est africain, mais la culture en Afrique, elle est presque identique dans toutes les communautés, pratiquement, dans l'ensemble presque des communautés. C'est quoi Bamana? Bamana, c'est-à-dire, on dirait peut-être Bambara, bon, sur le plan général. Et ça, je dis aussi, et je m'excuse du terme, sur le plan vulgaire. Parce que le Bambara n'existe pas. C'est le Bamana qui existe. Le Bamana ne te dira jamais que je suis un Bambara. Jamais. Ça n'existe pas dans le lexique, n'est-ce pas, de cette communauté-là. Bambara, ça n'existe pas dans le lexique. Donc, je me détermine d'abord comme Bamana. Voilà, donc on parle de Bamana et non de Bambara. Bambara, c'est une déformation. Mais également, je vois Faraguedougou. Très bien. Faraguedougou. Fara a une signification, mais également Guédougou a une signification. C'est pas le nom Fara comme... non, je sais, voilà. C'est pour apporter quand même un peu de... Voilà, donc je disais que vous m'avez interpellé sur Faraguedougou. Et j'ai toujours interpellé là aussi. Bon, c'est-à-dire, Faraguedougou, ça fait partie des noms de villes et villages que l'auteur, n'est-ce pas, a choisi, alors comme étant Bamana, alors de présenter certaines villes, parce que la scène se déroule bien au Sénégal.
Bon, quand on dit Faragué-Dougou, c'est-à-dire Faragué, c'est-à-dire le blanc. Dougou, c'est ville. Faragué-Dougou, c'est la ville des Blancs. Et quand on vient au Sénégal, la première ville des Blancs au Sénégal, c'est bien Saint-Louis. Saint-Louis. Qui fut commune depuis le XVIIIe siècle. D'accord. Vous voyez, voilà. Donc, si en France, les femmes ont commencé à voter en 1900, disons, presque avant, un peu avant la Deuxième Guerre, après la Guerre mondiale, Oui. au Sénégal, les femmes ont commencé à voter depuis les premières heures du début du 19e siècle. Alors, donc, c'est pour dire que sur ce plan, on n'a rien à envier, en tout cas, à ceux qui nous considéraient comme des sauvages pour ensuite faire de nous des sous-hommes et ensuite faire de nous des esclaves. Quand vous parlez de Faragué-Dougou, j'ai comme l'impression que vous faites référence à la ville de Saint-Louis, partir de Podor, de Thiès, jusqu'en Gorée, bien sûr. Non, Saint-Louis, la commune tout simplement de Saint-Louis. La commune en plein exercice de Saint-Louis. D'accord. Voilà. Donc, Podor a été communalisé avant l'indépendance quand même. C'est là, bon, après Saint-Louis, Dakar, Gorée et Rufisque, qui furent communalisés depuis le 19e siècle. Alors, Podor a été l'une des villes aussi, la seule ville au Sénégal qui a été communalisée. Comment dire encore, et Thiès, Podor et Thiès, qui ont été communalisés durant le XXe siècle. Voilà. Donc, Faragué-Dougou, c'est Saint-Louis, c'est la Dougou, c'est ville. Faragué, c'est blanc, donc la ville des Blancs. La scène se déroule, donc le récit se déroule à Saint-Louis. Voilà, c'est pourquoi il appelle Faragué-Dougou. Ensuite, comme vous l'avez dit tout de suite, il y a d'autres villes, comme par exemple Dougouba. Dougouba, c'est Dougou, c'est ville toujours. Oui. Voilà, Ba, c'est grand, comme Kéba. Voilà. Oui. Chaque fois que tu entends Ba, c'est Bambara. Et le quai? Voilà, là, très bien. Donc Dougouba, c'est la grande ville. Et l'auteur a déterminé la ville de Thiès, a qualifié la ville de Thiès de grande ville, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Thiès, c'est la courroie de transmission entre la capitale Dakar et les restes du Sénégal. Effectivement. Vous voyez. Donc, autant par là, si c'est par la route, tu passes par Mour pour aller en Casamance. Mour, c'est dans la région de Thiès. Voilà. Donc, si c'est par la voie ferrée, il y a une voie ferrée qui quitte Saint-Louis, qui quitte Dakar pour venir jusqu'à Thiès, et là, se divise en deux directions. Effectivement. Une direction vers le nord à Saint-Louis, très bien, et une direction vers le Mali. C'est pourquoi il appelle Thiès Dougouba, la grande ville. Bon, il y a aussi le terme Mouridougou. Bon, parce que, pourquoi Dougouba? Parce que le père de Kéba, étant fonctionnaire de son État, il a fait un peu le tour du Sénégal. Et en faisant le tour du Sénégal, Kéba était encore jeune. Il a accompagné son père et sa maman à travers le Sénégal, dans certaines villes où il était affecté, et auxquelles Kéba a préféré donner le qualificatif de Bamana. Alors donc, parmi ces villes, il y a aussi Mouridougou. Mouri, c'est marabout. Dougou, c'est ville, comme tout le monde. Voilà, donc son père a été affecté à Tivaouane, donc Tivaouane, c'est la capitale du tijanisme. Bon, ensuite, donc, voilà ces différentes villes. Bon, pour ce qui concerne le pays maintenant, il l'appelle Djankounda. Djankounda, c'est-à-dire, Djankounda, c'est une habitation. Bon, Djankounda, c'est l'habitation des Djans. Des Djans, quoi. Djans, c'est des grands hommes, quoi, aussi. On a comme l'impression que vous faites l'ethnologie du Bamana. Tout à fait. Oui. Oui, c'est ça, Kéba de Riche Bamana de Faragué-Dougou. Bon, je le disais tout de suite aussi, en Afrique, on a pratiquement le même système éducationnel. Oui, le droit d'aînesse. Je crois que dans toutes les ethnies, on retrouve le droit d'aînesse. Effectivement, c'est ça. Bon, parfois maintenant, soit il est mal exploité, soit il est bien exploité. C'est ça. Alors, en l'exploitant bien, on trouve à l'arrivée un produit fini, bien consommable. Bon, aussi dans le cas contraire, le produit fini ne sera pas bien consommable. Et on a appris aussi tout le temps que l'enfant est un produit social.
Nous sommes d'accord. Pour les psychologues. L'enfant est un produit social. Donc, il appartient à la société de faire de l'enfant ce qu'il doit être demain. Je crois que nous sommes d'accord sur ce principe. Oui. C'est ce qui explique l'existence de l'éducation. Voilà. Donc, l'enfant étant un produit social, c'est toute la communauté qui est chargée de son éducation. Un enfant fait du mal à l'extérieur, il rencontre une grande personne, il le corrige sans aucune difficulté et sans conséquences négatives. Tu le fais aujourd'hui, tu risques de se retrouver derrière les bancs. N'est-ce pas? Je crois que c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Et cette forme d'éducation nous est importée. Elle ne nous appartient pas. Donc, il y a une certaine acculturation. Tout à fait. Voilà. Donc, à partir du moment où l'Occident reconnaît que nous n'avons pas de civilisation, il fallait qu'ils nous apportent leur civilisation. Mais dans ce cadre figure, les ancêtres n'ont pas failli à leur responsabilité. Pas du tout. Ah non, pas du tout. C'est par la force des armes qu'on a transformé nos sociétés. Donc, on nous a imposé Tout à fait. cette culture. Oui. Par l'existence de la traite négrière d'abord. Ensuite, la colonisation, que l'on croyait être une voie merveilleuse. Il avait ses avantages et ses intérêts. Ces avantages, c'est quoi? Moi, je dis tout le temps que la colonisation, c'est des grands avantages que nous avons créés. Parce qu'avant, les Africains ne voyageaient pas en Europe. Ils ont vu le blanc venir avec sa caravelle et tout, avec ses moyens techniques. Ils ont venu, ils nous ont aveuglés. Nous les avons considérés comme des dieux qui sont tombés du ciel. Effectivement. Alors, vous voyez, bon, donc, il arrivait un moment où, en Afrique, on avait le sentiment que le blanc ne tombe pas malade. Le blanc n'est jamais malade. L'épidémie de Gorée, là, l'épidémie de fièvre jaune de Gorée, Oui. qui a décimé les toits. On les a tous transportés en Europe rapidement. Effectivement. Et pourtant, il y a l'épidémie de peste à Saint-Louis, Effectivement. à Guesndar. Les gens n'ont pas bougé, mais ils se sont soignés sur place. Vous voyez, donc je pense que ils nous ont imposé donc leur culture, leur civilisation. Mais à un moment donné, c'est ce qui a fait, ça fait partie quand même du système de la colonisation. Mais on pourrait dire qu'à cette époque, on vivait dans l'inconscience. Oui, on ne savait pas. Je vous dis que tu dis à quelqu'un que le blanc, il y a des pauvres en Europe, il te dit que non, là-bas, les gens, ils sont trop. C'est ça. C'est des dieux. Ouais. Voilà. Vous voyez, il a fallu donc des circonstances qui ont permis aux Africains de visiter l'Occident. Et parmi ces circonstances, il y a les guerres mondiales, parce que le monde a commencé à se mondialiser, n'est-ce pas? Avec la Première Guerre mondiale, les Africains ont quitté, ils sont partis. D'abord, en premier lieu, à Saint-Louis, il y avait l'école des fils de chefs. Bon, nos chefs traditionnels, là, on prenait les enfants, on les amenait en Europe, en France, on leur inculquait la culture occidentale. Ils revenaient avec, n'est-ce pas, comment j'ai encore, une condition de vie des Blancs, de tenue des Blancs. Alors, on les amenait maintenant pour essayer, n'est-ce pas, de contribuer à l'avancée civilisatrice qu'eux, ils ont mis en place. Alors, oui. Après, maintenant, la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup d'Africains maintenant qui sont allés en Europe. Mais est-ce que vous ne pensez Ils ont pas... découvert l'Europe maintenant. Ils ont découvert ce qui est positif en Europe et ce qui est négatif en Europe. Ils ont été surpris. Comment ces gens-là, ils sont aussi misérables? Il y a des villages, il y a des quartiers qui n'ont pas de lumière. Il y a des fous qui sont dans la rue. Donc, tout ce qui existe chez nous, n'est-ce pas, existe chez eux. Mais même s'il y a une prise de conscience, très bien. Même s'il y a une prise de conscience, mais ça manque toujours. On sent la colonisation même à travers l'éducation. Parce que si vous regardez l'éducation sénégalaise en quelque sorte, il y a toujours cette forme de colonisation. On nous éduque sur les pensées occidentales que sur les pensées traditionnelles. C'est très bien. Voilà. Donc c'est ce qui rend aussi la tâche de nos intellectuels difficile. C'est à nous de prendre notre responsabilité. Nous, à qui? La nature a fait de sorte que
n'est-ce pas, nous avons bénéficié en tout cas des deux éducations. Je le disais tantôt, je crois qu'au début de notre entretien, nous avons, n'est-ce pas, à rendre à la postérité. Nous avons la capacité, puisque le monde aujourd'hui est devenu un monde planétaire. Tout ce qui se déroule en Nouvelle-Calédonie, à l'instant même, le monde entier est informé. Ce n'est plus la forme traditionnelle de l'information, c'est dépassé. C'est pourquoi je me posais même la question, même le traitement journalistique doit être encore revu. Parce que si on est journaliste, on attend de recevoir l'événement, de le traiter, ensuite de le transmettre. Les réseaux sociaux ont déjà fait le travail depuis longtemps. Que serait alors le bon posture d'un journaliste? Alors là, ça, sincèrement, je préfère laisser cette question aux professionnels de la communication. Effectivement. Si je veux pas... Oui, Voilà. Et donc, est-ce que vous pouvez en quelque sorte nous parler si vous aviez des défis auxquels vous avez fait face lors de l'écriture de ce roman? Voilà, d'ailleurs, je crois que c'est ça qui fait la trame du roman. Je le disais tantôt. Donc, on parlait d'éducation. Donc, déjà là, c'est une forme d'éducation, n'est-ce pas, que nous avions abandonnée. Parce que l'Occident nous a fait comprendre beaucoup de choses. Mais aussi, c'est pas facile dans ce monde-là. Parce que nous avons l'audiovisuel qui est là. Les télévisions, tu prends toutes les chaînes du monde. Alors là, donc, c'est très difficile, mais c'est une mission que nous, en tout cas intellectuels, avons la responsabilité, n'est-ce pas, avons la mission, n'est-ce pas, de faire comprendre à la postérité. Nous n'avons pas la tâche facile. Le monde, c'est un monde qui bouge, c'est un monde bouillonnant, avec tout ce qu'il y a comme tard. Vous voyez, ça, je le disais tantôt, vous savez, pour parler maintenant je prends par exemple un thème, la polygamie. Vous savez, moi je le dis souvent, la polygamie, nous l'avons trouvée sur place. Je ne suis pas là aussi pour faire l'apologie de la polygamie. Mais autant il y a des difficultés dans les ménages polygames, autant il y a des difficultés dans les ménages monogames. Des sensibilités, des gens qui sont de même père et de même mère se sont entre-déchirés pour un problème d'héritage. Il y a eu des crimes, il y a tout. C'est sûr. Oui, mais donc c'est pour dire que ce n'est plus un problème de polygamie ou de monogamie, mais c'est un problème d'éducation. C'est ça. C'est un problème d'éducation. Quand un homme prend la responsabilité de prendre deux épouses, il doit prendre en même temps la responsabilité, n'est-ce pas, de faire en sorte que la paix puisse régner au niveau de son ménage. Je crois que c'est ça. C'est vrai. Et puis, c'est pas compliqué. Dans une maison, l'aîné, quand on fait comprendre à tout le monde que l'aîné, d'abord, c'est lui le maître. Après l'aîné, c'est lui qui vient, il va assumer le rôle. Parce que l'aîné, ce n'est pas une posture inamovible. Hein. Effectivement. Non, tu es aîné aujourd'hui, demain tu ne seras pas là, celui qui vient à toi, après toi, il est l'aîné. Tu fais comprendre à ta famille que celui qui est plus âgé, c'est lui qui dirige. Et tu réagis, tu agis de la même manière. Tu vas dans une maison, il y a un grand frère et un petit frère. C'est vrai. Le petit frère, s'il veut se mettre à la posture de grand frère, mais ce n'est pas possible. C'est un accident. Et l'autre aussi, s'il veut revenir au niveau du machin, du petit frère, mais il devient compliqué. C'est ça. Donc, toujours, moi je le dis, c'est le grand qui doit être patient. Parce qu'on suppose qu'il a beaucoup plus d'expérience. Il a beaucoup plus de vécu. Voilà. Oui. C'est lui qui doit désamorcer la bombe. Effectivement. Si on permet aux grands de toujours désamorcer la bombe, et de dire aux petits attention, tu dois obéir. Parce que moi, je le dis souvent, j'ai vu dans une famille, dans le roman, quand le grand frère a tort,
Papa ne dit jamais au grand frère que tu as tort, en présence de son petit frère. C'est le petit frère qu'il sermonne, et ensuite, il invite le grand frère dans son coin, lui dit que tu sais que tu as tort. Il dit, mais papa, il dit oui, tu as tort. Je ne peux pas dire en présence de ton jeune frère que tu as tort. Mais il faut patienter. Non seulement il faut patienter, mais tu as tort. La prochaine fois, tu es le plus grand. Le plus grand, il doit, les Wolofs le disent. Kumbon Bouki, Effectivement. Hein? Bon, dans une famille, les gens n'ont pas les mêmes caractères. Ça, c'est vrai. Ils n'ont pas les mêmes qualités, ils n'ont pas les mêmes défauts. Ça n'existe pas. Donc, toi, tu es le maître. C'est comme un chef d'État. C'est vrai. C'est dommage qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui maintenant qu'on voit nos chefs d'État devenir des chefs de parti. Dès que tu es chef d'État, mais tu es le président de tout le monde, celui qui a voté pour toi, celui qui n'a pas voté pour toi, tu es leur président. C'est ça. Mais tu te places à cette posture-là. Mais toi, tu dis, je suis le président, mais aussi je suis le chef de mon parti. C'est ridicule. Ça, c'est vrai. Et on voit aussi que vous avez écrit un autre œuvre qui s'appelle « À l'épreuve du destin ». Tout à fait. Donc, parlez-nous de celui-ci. Je n'ai pas encore procédé au lancement du roman. D'accord. Mais je vais vous en donner un avant-goût. Voilà, un avant-goût, etc. Un avant-goût. Voilà. Donc, ici, il s'agit d'une famille très religieuse, à l'épreuve du destin. Très religieuse. Alors, le chef de famille, c'est un maître coranique. Il a étudié le Coran presque dans toutes ses formes. Il est devenu un guide religieux. Et ensuite, maintenant, il a hérité de son papa la fonction de chef de village. Que son grand-père a créé. Pour des raisons climatiques. Parce que là où ils habitaient, l'environnement n'était plus supportable. Il y a eu le désert qui est nuit, et puis il y a eu des mortalités extrêmes parmi les machins, le bétail. Ensuite, maintenant, l'agriculture n'était plus possible. Ils ont déménagé pour habiter dans un autre environnement. Alors, c'est ainsi qu'il a pris une épouse, qui est sa cousine. Toute la famille était religieuse. La famille de la femme, sa femme était d'un niveau coranique extraordinaire. Mais Dieu a fait qu'ils ont eu une fille, ils ont eu des enfants. Et parmi les enfants, il y a une fille très douée, super douée même, qui, du CI au CM2, n'a fait que 4 ans. Tellement son don lui permettait de dépasser le niveau de la classe, de connaissance de la classe où elle était. Donc, elle a fait 4 ans à l'école élémentaire. Elle est passée à l'école secondaire, n'est-ce pas, au collège. Elle a brûlé beaucoup d'étapes. Mais il s'est trouvé maintenant donc, que... elle a eu une vécu difficile. Non, pas pour le moment, non. C'était facile pour elle. C'est le don. Vous savez, quelqu'un qui a la volonté d'étudier, et celui qui a déjà le don pour étudier, ils n'ont pas les mêmes postures. Celui qui a la volonté, il faut qu'il se décarcasse pour réussir. Celui qui a le don, il suffit de jeter un coup d'œil pour tout maîtriser. Et maintenant, comment voyez-vous le rôle de la littérature dans notre société moderne? Le rôle de la littérature dans notre société moderne. C'est ce que je regrette. Et ça, vraiment, nous sommes tellement emportés, comme vous l'avez dit, par l'Occident, que la plupart de nos écrivains ont pour presque développé des récits politiques. Oui. La plupart de nos écrivains ont un penchant politique. Et là, ça devient dangereux. Mais nous, déjà, nous avons été colonisés. On a fait de nous des sous-hommes n'importe quoi. On a nié notre existence. Vous voyez quand le cas Covid est venu au monde là. Qu'est-ce qu'il disait?
en Afrique, le jour où la maladie vient en Afrique, ce sera l'hécatombe. C'est pas ce qu'ils avaient dit. Quel hécatombe la maladie a fait en Afrique? Rien du tout. Absolument rien. C'est même passé inaperçu pratiquement. Oui, on a survécu. Très bien. Parce qu'ils disaient que notre plateau médical est ceci, notre plateau médical est cela. Mais leur plateau médical qu'ils nous ont apporté, mais ce n'est pas notre plateau médical à nous. Mais l'Afrique, les gens se soignaient quand les hôpitaux n'étaient pas encore là. Effectivement. Les gens tombaient malades, ils se soignaient. Mais les Chinois sont en train de le prouver avec la méthode bio. Oui, avec les plantes traditionnelles. Traditionnelles. Mais chaque fois qu'une matière entre dans les usines, il faut qu'il y ait un produit chimique qui vienne pour faire en sorte que nous devenions des accros. Vous savez, le fumeur, il veut bien laisser, mais il ne peut pas. Parce que dans le tabac, il y a un produit qui fait que... La nicotine. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, il y a la nicotine. Et ils ont leurs médecins, ils ont leurs avocats, ils ont tout un arsenal qui leur permet de se défendre dans la vie. Effectivement. Et ça, c'est ça le monde moderne. Mais nous, maintenant, aujourd'hui, il a été démontré que tout ce qu'ils avaient dit, c'était faux. C'était archi faux. Et chaque fois que nous, on utilise un médicament, ils nous disent non, ça, c'est pas reconnu par l'OMS. Mais l'OMS, c'est qui? L'Organisation mondiale de la santé. Mais tu ne peux pas comprendre. Les Malgaches là ont été les premiers à découvrir un bon remède contre le virus. Mais ils ont refusé de reconnaître ça. Même quand la Chine produit un machin, l'Occident dit non, ça c'est pas bon parce que c'est pas reconnu par l'OMS. Qui est l'OMS? Mais l'OMS, c'est les anciens colons. Mais c'est l'Europe, pratiquement. Alors, c'est l'Europe, c'est les États-Unis. Alors, donc, ce qui veut dire que nous ne pouvons rien réussir sans que eux qu'ils reconnaissent ça, que ça, c'est merveilleux. Le merveille leur appartient. Tout ce qui n'est pas merveilleux, c'est nous. Donc, vous, en tant qu'acteur culturel, quelle solution préconisez-vous pour pouvoir éradiquer tout cela? Mais voici un exemple. Il faut faire en sorte que dans nos productions esthétiques, n'est-ce pas, artistiques, culturelles, n'est-ce pas, que nous apportions notre partie. Parce qu'on disait que c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Mais pourquoi eux, ils ne prennent pas ce que nous leur apportons? Bonne question. Pourquoi eux, ils ne prennent pas nous ce que nous tout ce que nous créons, ils disent que ça, c'est non, c'est pas conforme. Il manque ceci, il manque cela. Et tout ce qu'ils nous apportent, ils nous disent que ça, c'est merveilleux. Est-ce que ce n'est pas nous qui leur avons donné cette opportunité? Mais c'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est pourquoi je te dis, tout dépend de nos productions. Il est temps maintenant. Et ça, je crois que la géopolitique mondiale nous a offert une grande occasion. Le monde est en train de basculer. C'est ça. Qu'on le veuille ou pas, pour tous ceux qui savent ce qui se déroule autour de nous. Ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe un peu partout. Bon, aujourd'hui, les colons ne sont pas sur place, mais ils sont devenus néocolonialistes. Mais quand ils étaient colons, ils avaient leur agent, qu'on appelait les explorateurs, qui venaient en Afrique, qui allaient en Chine, qui étaient partout en Asie. C'est eux qui voyageaient avec les caravelles là. Non, ils ont réussi donc, n'est-ce pas, à nous coloniser. N'est-ce pas? Et après nous avoir colonisés, ils ont mis leurs personnes, leurs valets, n'est-ce pas, leurs complices sur place. Alors donc ça, c'est ce qu'on appelait, c'est ce que Sékou Touré appelait la cinquième colonne. C'est une forme de néocolonialisme. C'est ça. Donc il fallait mettre en place des gens qui appartiennent au peuple colonisé, mais qui n'ont pas le même sentiment. Donc il fallait critiquer sans pour autant être d'accord de leur dire. C'est ce que vous voulez dire. Tout à fait. Ouais. On ne dit pas, nous on nie pas tout ce qu'ils ont créé. Effectivement. C'est pas possible. N'est-ce pas? Mais eux aussi qu'ils reconnaissent que nous aussi nous sommes des créateurs. Et maintenant, quel conseil donneriez-vous aux jeunes écrivains qui aspirent à être publiés?
s'identifier à ce qu'ils sont en train de faire. Tu t'identifies à ce que tu es en train de produire. C'est ça. Parce que le roman, c'est une expression esthétique, n'est-ce pas? Hein? Comme je le disais tantôt. Donc, il y a le sentiment individuel, il y a la culture, il y a tout. Mais pourquoi maintenant ne pas mettre en valeur ce que nous avons de positif, n'est-ce pas, pour essayer de faire face maintenant aux vices qui interpellent aujourd'hui tout responsable dans ce monde-là. Et je disais à mes enfants que c'est dommage. Nous avons plus de chance que vous. Parce que nous sommes les traits d'union entre l'ancienne et la nouvelle école. Ça, c'est vrai. Vous êtes venus en plein dans la nouvelle école. Mais nous aussi, nous avons une grande responsabilité de faire en sorte que nous puissions vous transmettre, n'est-ce pas, ce qu'il y a de valeureux, de vertu dans ce que nous avons vécu. Oui. Donc là, il faut être soi-même avant de s'ouvrir. Effectivement. Comme le disait Senghor, rendez-vous du donner et du recevoir. Nous, on reçoit, on ne donne jamais. C'est ça. Si on donne, ils disent que c'est mauvais. Mais jusqu'à quand ça va être bon? Ça, c'est sûr. On dirait comme une sorte de méfiance. Je vous donne un exemple. Sur le plateau de tout ce que nous avons comme ressources, matières premières, tout ce qui gravite autour. Mais c'est dommage. On parle du pétrole. Oui. Est-ce que vous savez que le pétrole, tout l'argent que nous devons tirer du pétrole, nous ne l'aurons pas? Pourquoi? Parce que les préparatifs pour en arriver à ce point-là, ils ont été tellement corsés. Tu entends 1000 milliards, 2000 milliards. Mais mon cher, mais ce qui va être exploité, vous avez tant de pourcents, vous avez 10%, vous avez 15%. Le produit chez nous. Et puis on nous impose encore. Effectivement. Et quand ils achètent, c'est eux qui fixent leur prix. Quand ils viennent pour nous vendre, c'est eux qui fixent leur prix de vente. Mais on a comme l'impression que les retombées sont plus favorables au niveau de l'Occident. Ça, nous sommes jusqu'à présent des moutons de Panurge. C'est tout. Des suivistes, alors. Nous n'avons rien. Mais depuis, vous imaginez, depuis 1960, nous sommes indépendants. Mais Loulou, est-ce que c'est pas que c'est pas nous? Nous l'acceptons? Oui. C'est ce que je vous dis. C'est ça la révolte maintenant qui s'impose maintenant. Non, d'ailleurs, vous l'avez remarqué. Oui, dans quel pays aujourd'hui en Afrique il n'y a pas de bouleversement? Si tu dis, dans quel pays il n'y a pas de bouleversement? Ça, c'est vrai. Et heureusement, parce que quand j'étais encore un peu plus jeune, je me suis révolté très tôt. D'ailleurs, pour vous dire, sur le plan politique, sur le plan... Moi, je suis toujours à gauche, quoi. J'ai toujours été à gauche. Alors, donc, je disais que, en tout cas, nous devons prendre notre responsabilité. Que serait votre dernier mot face aux téléspectateurs qui vous regardent? J'invite particulièrement d'abord ceux qui sont présents dans cette salle, dans ce studio. Je les invite tous à vous intéresser à la lecture et à la bonne lecture. La bonne lecture, c'est quoi? C'est la lecture à travers laquelle tu peux gagner quelque chose de vertueux. Mais tout ce que l'Occident nous impose aujourd'hui, je vous dis à 95%, c'est des vices. Donc, allons à la recherche des vertus, n'est-ce pas, que nous retrouvons facilement, en tout cas dans notre culture. Voilà. Merci beaucoup, M. Diarra, d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie aussi à nos chers cadres techniciens qui ont participé au bon déroulement de cette émission. Nous vous disons à bientôt pour une nouvelle rubrique de votre émission À la découverte. Je vous remercie.